Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième journée de formation. Il faut rappeler que notre formation se déroule sur le thème gestion comptable et fiscale des écoles privées au Bénin. Alors, le premier jour, nous avons parlé de la notion d'entité et là, nous avons compris que quelle que soit l'organisation aujourd'hui, qu'elle soit appelée du nom d'association, d'ONG ou établissement ou entreprise ou encore individuel ou encore école, le CISCOA révisé regroupe tous dans l'appellation entité, chacun poursuivant ses objectifs en réunissant des moyens physiques, des moyens financiers afin de pouvoir réaliser les objectifs. Au module 2, nous avons parlé du Code général des impôts. Et dans ce code, nous avons essayé de définir le code. Et le code, de façon succincte, on peut retenir que c'est un ensemble de textes qui cadrent l'activité économique sur un territoire donné. Le Code général des impôts du Bénin ne peut s'appliquer qu'au Bénin et ne peut franchir les limites ou les frontières de ce territoire-là. C'est un ensemble de tests qui joue un rôle d'intermédiaire entre l'autorité fiscale ou l'autorité étatique et le contribuable, c'est-à-dire celui-là qui a en charge un impôt à payer auprès du fisc. Nous avions parlé d'un certain nombre d'impôts déjà hier. Nous avons parlé de la TPS, taxe professionnelle synthétique. Et cette taxe-là est due par les contribuables qui réalisent moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Toutefois, ces contribuables-là peuvent faire l'option d'être imposés à l'impôt sur le bénéfice d'affaires et d'être assujettis à la TVA. Mais lorsque le contribuable, même si il est personne physique, dépasse le chiffre d'affaires de 50 millions, il est imposé d'office à l'impôt sur le bénéfice d'affaires. Alors que le contribuable, lorsqu'il est une association, un groupe de personnes, en ce cas, l'impôt dû est l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Le taux de l'impôt TPS est de 5% des recettes annuelles. Le taux de l'IBA, impôt sur le bénéfice d'affaires, est de 25% des bénéfices imposables, avec un minimum de 1,5% des produits encaissables et ne peut être inférieur à 250 000 selon la loi des finances 2023 et le code des impôts 2023. Cet impôt est dû au plus tard le 10 mars, le 10 juin, le 10 septembre, le 10 décembre sous forme d'acompte. L'IS répond aux mêmes règles. Nous avons parlé de VPS qui a un taux réduit de 2% pour les écoles. Nous avons parlé de l'AIB qui est de 1% sur les fournitures et travaux, 3% pour les prestations de vacations, 5% pour ceux-là qui n'ont pas diffus. Nous avons parlé également des revenus à percevoir sur les prestataires non domiciliés au Bénin, qui est de 10% pour les personnes physiques et 12% pour les personnes morales. Il y a l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Et là, il faut juste comprendre que c'est en investissant et en bénéficiant d'une dividende, d'une structure, que nous sommes redevables de ces impôts-là. Taxe sur la valeur ajoutée, 18%,
Mais il faut être à l'IS ou choisir soi-même d'être redevable, d'être assujetti avant de payer. Il y a également la taxe sur les véhicules à moteur. Si vous achetez des véhicules au nom de la société, au nom de votre école directement, c'est-à-dire les papiers portent le nom de votre école, les taxes à payer varient de 150 000 à 200 000 selon la puissance fiscale du moteur. Alors que lorsque vous l'achetez en nom propre et même mis à disposition de l'école, vous ne payerez que 20 à 60 000 par véhicule et selon la puissance fiscale. Il y a une taxe pour les véhicules de transport en commun, pour les personnes et des marchandises, 38 000 à 136 000 et ou 15 000 francs pour les tricycles. Il y a également, et là nous allons préciser, c'est vrai qu'aujourd'hui, le SMIC est porté à 52 000 environ. Au Bénin, de 40 000, nous avons connu une augmentation de 30% et nous en sommes là actuellement. Mais il y a l'impôt sur les traitements et salaires, l'ITS, qui est dû par les employés. C'est-à-dire, ce n'est pas la structure, le propriétaire qui paye l'ITS, mais c'est dû par les employés qui ont un salaire de plus de 60 000. C'est-à-dire, quand votre salaire, on dit que c'est salaire et vous avez 65 000, les 5 000 francs de surplus sont taxés. Mais si vous avez 60 000, exactement 60 000, il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Ce n'est que les droits liés à la CNSS qui sont d'environ 3,6% à la charge de l'employé qui sont dus. L'impôt sur les revenus fonciers. Et ça, cela est une obligation de retenue à la source pour les écoles. Je dis bien une obligation de retenue à la source pour les écoles. C'est un impôt à la charge des propriétaires bailleurs. C'est-à-dire, je suis propriétaire, mais je mets en location, je mets en bail, n'est-ce pas, mon domaine, mon espace. Et quelqu'un loue. L'école a l'obligation de retenir à la source sur les loyers à verser 12% du montant brut. Si vous entendez sur un contrat de 100 000 francs le mois pour la parcelle ou pour le domaine ou pour l'espace ou bien les locaux, vous avez l'obligation de garder par vous 12 000 francs. Et ces 12 000 francs-là sont à reverser au plus tard, le 10 du mois suivant la retenue. Au nom de qui? Au nom du propriétaire. Et cela, selon la nouvelle loi, le code 2023, cela équivaut à l'impôt foncier que ce dernier doit payer sur la parcelle ou sur les locaux que vous avez loués. Ça, c'est très important. Parce que quand vous ne le faites pas, lors d'un redressement, c'est à vous, c'est-à-dire l'impôt vous calcule sur le nombre d'années qu'il veut, c'est-à-dire, sur le nombre d'années que couvre le recouvrement ou le redressement, et vous payez. Il y a l'impôt sur la plus-value immobilière. Cette plus-value, c'est un nouveau impôt qui a été créé, mais qui a toujours cours actuellement. Il s'agit de quoi?
vous pouvez être propriétaire d'une parcelle. L'école peut avoir une parcelle. Ou encore au-delà même de l'école, au-delà même du centre de formation. Si vous-même, en tant que personne physique, vous avez une parcelle et que vous la vendez, la loi dit que vous devez reverser 5% de la plus-value. Ça voudra dire quoi? Vous achetez votre parcelle entre-temps à 1 million. Maintenant, vous la vendez à 5 millions. La plus-value n'est rien d'autre que le prix de vente moins le prix d'achat. Vous appliquez 5% de cette valeur-là que vous reversez à l'État. Mais il est à préciser que quel que soit le prix de vente, je peux l'avoir acheté à 1 million et je revends, n'est-ce pas, à 1 million 200. On peut dire que la plus-value est de 200. Mais la plus-value de 200, 5% de 200, 5% de 200 fait 10. Dans ces conditions, la loi dit, lorsque 5% de la plus-value est inférieur à 1% du prix de la cession, du prix de vente même, alors c'est 1% du prix de vente qu'on choisit pour l'impôt là en question. Et ça, on comprend. L'évolution du pays a permis, n'est-ce pas, de valoriser ou bien à donner un coût plus élevé à nos terres à cause des infrastructures qui se créent et à cause de l'évolution du pays dans le temps. L'école a l'obligation de se faire immatriculer à l'IFU. Donc, toutes les écoles qui n'ont pas l'identifiant fiscal unique au nom de l'école et non au nom du promoteur est hors la loi ou sont hors la loi. Ces écoles-là doivent faire diligence pour s'immatriculer. Et lorsqu'il y a des modifications apportées au statut, au changement de lieu d'exercice, changement de direction, c'est-à-dire en temps c'est le fondé même, et puis après, on décide que ça ne soit pas le fondé, on crée un griffe, un conseil d'administration, on remet l'administration à quelqu'un d'autre. Ces modifications sont à déclarer dans un délai de 30 jours à l'autorité fiscale. Il n'y a pas d'école sans enseigne, sans plaque signalétique professionnelle. Enseigne ou plaque signalétique professionnelle. Professionnel doit porter le nom, n'est-ce pas, de l'entité et l'arrêté, le numéro de l'arrêté d'autorisation à la création. Si, lors d'un contrôle, on constate qu'il n'y a pas ce numéro là-dessus, vous êtes passible d'amende pour non-conformité d'enseigne. La déclaration annuelle. Annuellement, l'école a l'obligation de déclarer les sommes versées aux tiers, les sommes versées aux associés, de déclarer les salaires, le résultat annuel et les impôts sur le revenu. Ça, ces obligations-là, on ne peut pas y soustraire. C'est pour cela, à la fin de l'exercice, nous parlons les états financiers. Toutes ces informations-là sont contenues dans les états financiers qu'on doit déposer dans un délai donné. Quand nous serons sûrs spécifiquement l'édition des comptes, nous allons y revenir. L'obligation est faite aux écoles de retenue et de déclarer les divers impôts dans les délais prévus. On a parlé de plusieurs impôts auxquels les écoles sont assujetties.
Mais en dehors de ça, nous constatons que il y a des délais pour le paiement, sans quoi il y a des pénalités qui s'ajoutent. Donc, l'école a pour obligation de retenir. Par exemple, quand je prends l'AIB, ce n'est pas le prestataire, ce n'est pas le vagataire qui ira payer l'AIB. Encore que si je ne déclare pas tous mes personnels et je leur paye de l'argent, il doit forcément avoir retenu d'AIB, puisque c'est la prestation alors que je suis en train de payer. Les retenues doivent être à bonne date et les reversements à l'autorité doivent être à bonne date. La déclaration en cas de cessation, suspension, transfert et de décès. Lorsque ces cas-là se présentent dans l'école, il faut les déclarer sous un délai de 30 jours. L'obligation de tenue à une comptabilité régulière et de conservation des documents comptables. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement là? Toutes les écoles ont l'obligation de tenir une comptabilité régulière. La question que je m'en vais poser, sur laquelle nous allons réfléchir, vu l'évolution des écoles aujourd'hui, les charges déjà existantes, les implications des impôts aujourd'hui, quel comptable pour une école? Quel comptable pour une école? Ensemble, nous allons réfléchir dans les 72 heures qui restent pour terminer notre formation. Et si je l'oublie, vous me rappelez et nous allons faire la synthèse. Quel comptable pour une école aujourd'hui? Les écoles doivent clôturer leur compte, ça je l'ai dit hier dans le module passé, au plus tard le 31 août et déposer les états financiers. L'année scolaire démarre du mois de septembre pour finir après les cours de vacances en août. Et là démarre une autre année en septembre, ainsi de suite. L'enregistrement obligatoire de certains actes de mutation de biens, immeubles et autres. Cas spécifique. Et là, je veux parler brièvement des factures normalisées avant de venir plus en détail dans le module 4. Dit l'obligation de se faire délivrer une facture normalisée lors de toute opération d'achat de biens et services. L'obligation de se faire délivrer une facture normalisée lors de toutes les opérations d'achat de biens et de services. Cela voudra dire que lorsque nous achetons du matériel sans recevoir de facture normalisée, l'autorité fiscale est en droit de refuser l'imputation des charges. Lorsque, par exemple, ceux à qui nous payons un montant, qu'il soit enseignant ou non, pour des raisons données, pour des prestations, pour des services qu'ils ont rendus, et ils ne donnent pas en contrepartie une facture normalisée du montant, ces charges-là ne sont pas recevables vis-à-vis du fisc. Et là, bienvenue les dégâts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Nous en parlerons dans le module 4. L'obligation est faite également aux écoles d'émettre à facture normalisée en cas d'activité lucrative. L'obligation est faite d'émettre la facture normalisée en cas d'activité lucrative. La facture normalisée peut être établie par une machine certifiée de facturation, ou cette machine peut être établie par une plateforme mise en ligne
par la DGI elle-même et selon le cas, cela a des coûts à supporter. Nous en parlerons demain plus en détail. Cela voudra dire tout simplement que lorsque nous sommes une école, nous avons l'obligation. Tous les éléments que nous avons cités hier faisant partie, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires, lorsqu'une recette est encaissée sous ces rubriques-là, nous devons délivrer une facture normalisée à la personne qui a amené l'argent. C'est-à-dire au client. Un apprenant vient acheter tenue de sport, c'est nous qui avions imprimé la tenue, c'est pas qu'ils sont allés au marché acheter eux-mêmes, nous imprimons notre logo et tout là-dessus, les tissus imprimés, les uniformes et tout. Lorsqu'ils viennent acheter, il faut délivrer des factures normalisées pour remettre. Parce que tout ça rentre en ligne de compte du chiffre d'affaires. Lorsque nous manquons alors aux obligations, quelles sont les sanctions? Les sanctions sont énormes. Défaut d'immatriculation. Je dis bien défaut d'immatriculation. Est passible d'une amende de 100 000 francs. Vous avez votre école. Vous ne vous êtes pas immatriculé. Ou vous n'avez pas fait les déclarations de modification. Il faut d'abord s'immatriculer. Si ce n'est pas fait, chers amis, je nous conseille, je nous demande de le faire. Pour éviter les dégâts que cela peut causer les jours à venir. Puisque nous sommes en pleine année scolaire et l'année civile ne fait que commencer. Les orientations des contrôles sur le terrain seront données d'ici fin janvier. Et il faut éviter les dégâts. 100 000 francs d'amende. Cette amende est portée à 200 000 francs en cas de non-régularisation dans les délais de 30 jours suivant la mise en demeure. L'immatriculation peut prendre un jour comme plus de 30 jours. Et là, je sais de quoi je parle. Peut prendre un jour ou plus de 30 jours. Et dans ces conditions, si vous attendez une mise en demeure avant de le faire, peut-être au moment où, c'est-à-dire vous payez l'amende de 100 000 francs, d'abord la mise en demeure, mais lorsque vous dépassez 30 jours avant de l'avoir, vous complétez encore 100 000, ça vous fait 200 000. Le défaut ou le retard de déclaration d'éléments quelconques d'imposition ou de reversement des prélèvements effectués entre une période de retard est de 20% de pénalité. J'ai retenu l'AIB que je n'ai pas payé à temps, c'est 20% de pénalité. Cette pénalité est portée à 40% si le retard excède 2 mois. Ah oui, si le retard excède 2 mois. Le défaut de retenue ou de reversement d'AIB est passible d'une amende de 100%. C'est-à-dire, vous ne retenez pas l'AIB et qu'on vient chez vous, on voit que voilà les montants que vous avez payés aux enseignants, aux professeurs assis et à ça. Ils prennent ces montants-là tout simplement fois le taux d'AIB qu'ils veulent. Puisqu'ils n'ont pas les IFU, ils appliquent 5% de ces montants. Imaginez, vous avez payé 2 millions aux enseignants, ou 2 millions c'est petit, je prends l'exemple de 5 millions aux enseignants. Tout au long de l'année, l'État vient pour un contrôle, constate que vous n'avez pas payé l'AIB. Il prend les 5 millions fois 5%, 5 millions là fois 5%, ce qui fait 250 000 fois 100%. Ça voudra dire que vous payez les droits que vous n'avez même pas retenus à la source, plus encore le même montant pour n'avoir pas retenu.
Ça, c'est une sanction très dure pour nous obliger. Enfin, paiement tardif des impôts suite à la réception d'avis d'imposition. Nous recevons l'avis et on ne paye pas. C'est 100 000 et c'est 10% de pénalité. La tenue de comptabilité irrégulière. Si votre comptabilité est déclarée irrégulière selon l'article 500 du Code général des impôts, vous êtes passible d'une amende de 1 million. L'opposition aux travaux des agents d'impôt, amende 500 000. Opposition à l'exercice du droit de communication de l'administration et de l'administration fiscale, amende 500 000. Lorsqu'il demande une information que nous ne fournissons pas dans le délai imparti, cette amende est due et est portée à 1 million après 1 mois. Et la majoration continue. Défaut d'utilisation d'une machine de délivrance ou d'un système de délivrance de factures normalisée. Amende 5 fois le montant non facturé avec un minimum de 500 000 francs par facture non délivrée et un maximum de 500 000 francs pour les petites entreprises, 2 millions pour les moyennes entreprises et 5 millions pour les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsque, pour un contrôle, ils viennent et constatent que vous n'avez pas délivré de facture normalisée, c'est simple, par facture qui constate non normalisée, vous devez payer une amende de 500 000. Je dis bien une amende de 500 000. Imaginez, ils viennent et 10 factures sont non normalisées. Et ils voient, ça fait une amende de 5 millions que vous payez. Quand ces droits-là sont demandés, 5 millions par exemple, et que vous trouvez un bon comptable, un bon cabinet qui vous aide dans la procédure, au mieux, c'est la moitié qu'on vous prend. Pour tout au moins 2 millions que vous allez payer sur 5 millions. Oui, c'est très dur et il faut comprendre ces éléments-là pour pouvoir prendre les dispositions pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Une amende de 100 000 à 2 millions ou emprisonnement de 1 à 5 ans pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. C'est-à-dire, on use de stratégies pour retirer, pour ne pas déclarer tout, pour faire cacher des choses. Lorsque c'est décelé par l'administration fiscale, une amende, selon la gravité, peut aller de 100 000 à 2 millions ou carrément d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans. C'est ce que le Code prévoit à son article 504 à 505. Les cas de les dépositaires de deniers qui n'ont pas acquis la totalité, qui n'ont pas acquitté la totalité des impôts dus par les attributs de fonds. Les tiers détenteurs ou tiers saisis qui n'ont pas obtempéré aux avis qui leur ont été notifiés. Il y a plein de choses pour lesquelles, chers confrères, chers amis, il est mieux de se conformer et de prier Dieu que Dieu bénisse l'activité qu'on évolue que de se laisser avoir par le système et disparaître. Les sanctions sont très dures, mais comme dirait, je vais citer la Bible là, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que c'est avec douleur, on donne les sacrifices et les sacrifices nous font perdre de temps. Nous font perdre de temps et nous rendent malades. C'est là le troisième module, les obligations fiscales et sociales. Les obligations sociales ne sont rien d'autre que les cotisations à la CNSS qui sont à la charge, n'est-ce pas, des écoles
pour les employés déclarés. Et selon les nouvelles dispositions, le SMIC est porté à 52 000, que je l'ai dit tantôt. Et non seulement ça, la loi oblige tout le monde à déclarer tout le personnel permanent qui travaille, qui fournissent un effort pour la continuité des activités. Quelle stratégie adopter au niveau de la déclaration à la CNSS? Si vous écoutez l'audio jusqu'à la fin, écrivez-moi un inbox pour que je vous donne une stratégie très efficace et que la journée soit bénie. C'était l'auditeur comptable, contrôleur de gestion et promoteur du cabinet comptable ISO plus compagnie. Je vous remercie. À très bientôt.